Et dès qu'on sort un nouveau produit, c'est compliqué parce qu'on passe, nous, d'une marque quasiment monoproduit, donc avec un best-seller vendu à plus de 150 000 unités qui est le Bidet Boku, à une marque avec un catalogue avec 6-7 produits. Et en fait, c'est plus du tout le même business. J'ai pas eu tellement de moments de réalisation en mode ah putain, mais c'est génial, mais j'ai plutôt eu un moment de peur et de doute où je me disais ok, je pense qu'il faudrait qu'on teste ça sur la page produit, mais j'ai aucun moyen véritable de savoir si c'est la bonne chose à faire ou non et si je gagne vraiment de l'argent. Bon, yo, William, j'espère que ça roule. On part ensemble pour une petite série de vidéos qu'on va publier au fur et à mesure. Dans cette première vidéo, j'aimerais parler avec toi du CRO et de la raison pour laquelle ce ne serait pas vraiment une option. Euh, je parle principalement de la quête d'informations qu'on va avoir. Parce qu'on parle souvent de CRO égale quête de profit, mais on s'est rendu compte avec le temps que c'est aussi une ressource clé pour aller chercher des apprentissages et mieux connaître sa cible. Quand je te dis ça, tu penses quoi? Tout à fait d'accord avec toi. In fine, quoi qu'il en soit, pour moi, le CRO, ça reste une question de profit, à vrai dire, parce que le moindre learning qu'on peut apprendre, en fait, il y a toujours de l'incrément à en tirer et à implémenter soit en ads, soit en product, soit sur le site web en tant que tel. Et je passe mon temps à le répéter, mais il y a encore aujourd'hui des e-commerçants que je vois qui font des millions et qui sont pas là à faire des A/B tests tous les mois, toutes les semaines. Et ça me rend dingue parce que, c'est-à-dire qu'on a un learnings, ok, très bien, et on l'implémente en ads, mais on va l'implémenter qu'en ads, par exemple parce qu'il y a des créas qui vont plus perf que d'autres. Et et c'est pas implémenté par moment sur des landing pages, sur le site, sur le packaging et sur d'autres moments où on peut avoir des touchpoints intéressants avec les clients. Et c'est con parce qu'en fait le message il doit être cohérent à 360 degrés sur tous les canaux, même online et pourquoi pas offline. Et du coup ne pas utiliser le CRO pour ça, c'est passer à côté de gros profits ou alors se rendre compte en fait qu'on fait des erreurs depuis le début et qu'on pourrait être plus rentable d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi c'est le CRO c'est une stratégie à intégrer à 100% dans son business, il n'y a pas de sujet. Ouais, et donc ce que tu dis, c'est que les conclusions que tu tires ou les profits que tu arrives à driver, bon, tu dois comprendre pourquoi tu arrives à les driver sur le site, mais selon toi, c'est indispensable qu'ils redescendent direct sur les créas ou sur la partie CRM. Et à l'inverse, des conclusions que tu tires sur des créas gagnantes devraient orienter aussi la roadmap de test sur le site potentiellement. C'est exactement ça. Pour moi, si tu veux, c'est un cercle un peu vertueux. C'est en gros, ton test siro va dire qu'il faut que tu resserres, je sais pas, un boulon sur 10 sur ta voiture pour qu'elle aille plus vite. Donc tu le resserres, tu vois, et tu resserres pas les 9 autres. Et dans l'autre sens, c'est si tu veux que ta voiture aille plus vite, et ben, il faut se dire, ok, je vais les resserrer tous les autres boulons. Donc en fait, c'est descendant. Ça part de la créa jusqu'au produit à la fin, et des fois ça part du produit jusqu'à la créa, des fois ça fait du site web en passant par les emails, et vice versa, vice versa. Et en fait, pour moi, il y a le CRO, quoi qu'il arrive, qui est toujours un petit peu au milieu, tu vois. Le site, c'est le cœur d'une brand. Tu as le site qui est toujours au Mm. milieu et qui prend un petit peu tous les croisements et les recommandations qu'il faut faire. Et en fait, nous, du coup, oui, on a les emails depuis lesquels on apprend beaucoup de choses, les créas, l'organique aussi. Franchement, quand on fait des vidéos qui sont virales, on arrive à comprendre Ouais. pourquoi. Et c'est hyper intéressant de l'implémenter dans le business. Bien Et ça évidemment, donne le des site. bons insights sur les prochaines pubs à lancer aussi. J'ai entendu de plus en plus de marques qui testent leur publicité en organique avant de les launch ou l'inverse. On a tendance à le faire un petit peu sur TikTok aussi et sur Insta parce que ça coûte rien. En fait, ça coûte que le coût de prod de push une pré-ad, on va dire, ou un format un peu organique dont une ad pourrait s'inspirer. Ça coûte rien et des fois on a de très bonnes surprises. Ouais. Et vice versa, quand une ad fonctionne bien, c'est débile à mes yeux de pas la remixer pour en faire un truc organique parce que c'est très cohérent et ça coûte zéro de publier à gauche à droite. À partir de quel moment tu as compris que tes performances publicitaires dépendaient aussi du niveau d'optimisation de ton site? Bah, j'ai envie de dire dès que vous êtes arrivé. J'ai envie de dire dès que vous êtes arrivé. Pour, en fait, j'ai pas eu tellement de moments de réalisation en mode ah putain, mais c'est génial, mais j'ai plutôt eu un moment de peur et de doute où je me disais ok, je pense qu'il faudrait qu'on teste ça sur la page produit, mais j'ai aucun moyen véritable de savoir si c'est la bonne chose à faire ou non et si je gagne vraiment de l'argent. Au-delà de la traçabilité d'une publication sur un site web, il y a surtout la notion de comparaison à l'instant T, en simultané, donc d'avoir une variante A, une variante B. Et en fait, j'ai été confronté à ce doute-là, et de pas savoir et de pas savoir comment faire pour mesurer. Et c'est là où en fait où j'ai compris l'A/B testing, et c'est là où je l'ai trouvé, et c'est là où ça a vraiment fait la différence. Et dès les premiers tests, ce qui est bien, c'est que quand on commence une collaboration autour de CRO, il y a tellement de choses à faire qu'en fait les résultats sont déjà là. Et même à haut volume, nous on aurait commencé en année 2 quand on faisait déjà plusieurs millions à faire du CRO. Même si on aurait eu pas mal d'intuition, je sais qu'on aurait fait aussi beaucoup plus d'argent. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour commencer, si ce n'est qu'il faut commencer plus tôt. Donc voilà, pour moi ça vient plutôt d'un doute et de peur de je ne sais pas. J'ai aucun moyen de savoir si ce que je vais faire c'est la bonne chose ou pas. Hormis de l'intuition, Et mais t'as pas envie de te planter.
Et j'ai pas envie de me planter, mais en fait, l'intuition, c'est bien pour pusher des idées, mais pas pour les rendre concrètes à 100%. C'est-à-dire qu'à des niveaux, à des gros niveaux de spend, quand tu as beaucoup, beaucoup de trafic sur ton site, tu peux pas te permettre de te poser uniquement sur ton intuition. Il faut du concret, il faut de la data. Du coup, cette méthodologie, CRO, bon, on a commencé à bosser ensemble, il y a longtemps, on regardait la dernière fois, ça faisait plus de 2 ans, de collab. Bon, Ouais. tu as vu le service évoluer aussi au fur et à mesure et la méthode s'affiner. Mais est-ce que, de votre côté, parce que nous, on bossait que sur le site, est-ce que de votre côté, c'est quelque chose que vous avez affiné aussi sur, toutes les autres parties? À essayer d'être plus méthodique, de bien contrôler les variables, de tirer de l'information principalement des expérimentations que vous menez, que ce soit sur les emails. En plus, sur Klaviyo, tu peux faire des A/B tests facilement, mais en publicité, peut-être un peu moins, mais d'un autre côté, le budget est réparti de manière assez smart. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus. Ouais, c'est toujours hyper compliqué de tout traquer et surtout d'en tirer des bonnes conclusions véritables. Particulièrement en ads, c'est-à-dire que nous, on produit beaucoup, beaucoup de publicité sur beaucoup de canaux différents, avec beaucoup de variantes, de hooks différents. Et ça part souvent chez beaucoup d'e-commerçants d'une très bonne intention de bien faire. Mais souvent, on s'arrête à ce travail-là. C'est-à-dire qu'on fait le travail, on publie, mais on n'analyse pas assez les résultats, on n'en tire pas assez d'itérations. Plus ça va, plus avec le temps, on a trouvé des logiciels comme Motion et autres qui permettent de vraiment bien analyser les créas, Ouais, mieux qu'est-ce qui traqué. a fonctionné dans la créa, à quel moment, pourquoi et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'intégrer beaucoup de rigueur dans mes équipes autour de la créa parce que la créa, ça reste l'ère de la guerre pour nous. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Pour moi, la clé aussi pour réussir, au-delà d'avoir un bon produit, des bonnes marges et une bonne intention, c'est vraiment de tout mesurer à 100% et qu'il y ait un bon lien et une bonne communication entre les équipes. Ce qui au début n'était pas tout à fait le cas chez Bocuse, c'est une startup, hein, donc c'est un peu freestyle. Aujourd'hui, c'est les process qui font la réussite de Bocuse de ce côté-là, et chez beaucoup de boîtes, ça doit être comme ça. C'est process, c'est-à-dire qu'on va vite, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, et on sait les résultats qu'on va avoir. Et du coup, à l'inverse, parce que j'ai remarqué ça aussi, tu vois, tu disais, tu avais pas mal de pubs passer sur le thème, ou tu vois, nous aussi, on fait ces expérimentations, hein, et on essaye de mettre du cadre, de la méthode, de tout traquer. Est-ce que tu n'as pas l'impression que aussi, paradoxalement, ça te bride dans ta créativité ou dans un modèle ou un truc que tu as envie de tester qui sort un peu du cadre ou des règles que tu as mis? Je pense pas. Tu vois, moi je suis designer de formation, donc c'est des études artistiques et de design produit industriel. Et si tu veux, les créateurs, là où ils sont le meilleurs, c'est quand ils ont un minimum de cadre. Sinon, en fait, on devient ce qu'on appelle des artistes. Et un artiste, ça va dans tous les sens, sans Ouais, bien sûr. méthode. Et ça devient hyper problématique. Le fait d'avoir un minimum de cadre, ça permet de se dire, ok, on part d'une base saine qui est optimale, qui est performante, et derrière, c'est au créatif, que ce soit en ads, en site ou en email, aux créatifs de composer avec cette variable-là. Et c'est pour ça que les créatifs sont hyper recherchés aujourd'hui, parce qu'ils sont capables de faire beaucoup avec un cadre parfois très serré. Mais nous, en tant que boîte, on a besoin d'un cadre très serré. Quand on passe par un Bien sûr. prestat pour faire du branding ou de la com, on lui donne un cadre parce que c'est ce qu'on veut et on sait que c'est ça qui fonctionne. Et on le paye cher parce que lui, son taf, c'est de, malgré ça, réussir à trouver des trucs de dingue. Donc, soit si tu me dis que tu ressens, je sais pas, des fois, tu es obligé de mettre un cadre pour faire des créas pour le thème full stack, c'est une bonne chose de mettre un cadre. Si t'en mettais pas, en fait, ce serait trop freestyle et c'est pas bon. Et les gens que tu payes, en fait, ils sont payés pour composer avec et faire du bon travail. Ok, ouais, bon à savoir. Et tu parlais, bon, à la fin, il faut arriver à des profits. Tu lances des tests sur le site, tu Ah ouais. lances des nouvelles créas, tu les testes, il faut que ça marche, ou alors il faut que ça te permette d'arriver à quelque chose qui marche. Mm. Et donc c'est là où c'est important de tout traquer, de garder, de bien suivre tes données pour prendre des bonnes décisions, ou savoir quoi créer par la suite pour maximiser le fait que ça marche, ou même contrer l'épuisement potentiellement, on parle d'acquisition. Puis sur le site, contrer aussi le fait que le trafic évolue, les manières d'éduquer le trafic changent, ont évolué dès le moment où on a commencé à bosser ensemble jusqu'à après. Et j'ai une question quand même, parce que tu vois, je disais, le CRO n'est pas une option, il permet aussi d'apprendre des choses. Et si on reste entre les deux, outre l'apprentissage et le profit, je trouve que, en tout cas, on a réalisé dernièrement qu'il te permet aussi de solve des problématiques complexes à l'intérieur de ta boîte, et que c'est même un des meilleurs usages que tu peux en faire. Parce que tu as une problématique. Cette fois-ci, c'est pas j'ai une idée. Il y a un truc que je pourrais ajouter en plus. C'est il y a quelque chose que je fais déjà, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière. Ou alors j'ai une problématique sur mes taux de retour. Je tease un peu. Ou alors j'aimerais réduire ma dépendance.
à mon best-seller produit principal sur lequel j'ai ratissé l'intégralité de l'audience, comment je peux utiliser l'A/B test comme source d'information pour Mmh. prendre une meilleure décision et arriver à mes fins? Absolument, bah, c'est ce qu'on a fait avec toi. C'est-à-dire que je pense que la moitié du temps, c'est des idées d'implantation de nouvelles choses, et l'autre moitié, c'est OK, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Souvent, c'est ça. Et j'ai même parfois le sentiment que limite, les plus gros incréments sont tirés de la deuxième partie où en fait on se dit OK, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire ou qu'est-ce qu'on fait mal ou sur quoi est-ce qu'on a des doutes? Plutôt que des idées, Ouais, parce que en vrai, après 3 ans, tu as de moins en moins d'idées créativement parlant et c'est normal, c'est OK pour révolutionner l'e-com en termes d'UI et du X et de CRO, tu vois. bien Donc sûr. des fois, il faut simplement regarder en arrière et des fois, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qu'on n'avait jamais changé depuis le début. Je pense qu'on va en parler aussi. Et on a tous été très surpris des résultats de certains tests, comme on n'a jamais pu l'être auparavant sur des nouvelles implémentations, juste parce qu'on a changé des variables sur des éléments passés. Ouais. Bah, écoute, déjà merci pour le retour d'expert sur le sujet. Je pense qu'on fera une autre vidéo. On va faire une autre vidéo même pour traiter de tests et de données, plus concrètes et spécifiques qui seront liées à notre collab. Pour Mm. teaser un petit peu, malgré le fait qu'on ait bossé pendant, plusieurs dizaines de mois, ensemble, après, 24-25 mois, je me souviens même encore, 6 mois en arrière, on trouvait encore des tests positifs Ouais. à valider, basés certes sur des premières itérations qu'on avait fait par le passé, mais j'ai l'impression qu'on a bien fait ce truc où on est allé de gauche à droite, et puis on est revenu jusqu'à l'acquisition en creusant, au checkout et puis ensuite on s'est remis sur la fiche produit principale et puis ensuite il y a eu des nouveaux produits qui sont arrivés et qui ont remis une nouvelle, énergie un petit peu dans ces cycles de CRO en mode: «OK, on prend un risque en intégrant ce nouveau produit-là. Le risque de faire de l'ombre à notre best-seller ou alors de pas faire de pas donner de jour du tout à notre nouveau produit». Ouais. Tu l'as vu ce challenge passer, c'est sûr et certain. On a même fait plein d'itérations pour le résoudre. Et qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu sur ce sujet avant qu'on cut cette vidéo? Parce que il y a eu, on va teaser un petit peu la suite, mais il y a eu l'arrivée de la Battant, il y a eu l'arrivée du toilette à 2K, il y a eu l'arrivée de tous les petits accessoires derrière. Et puis, on a eu un bidet qui a eu besoin de souffler aussi un Ouais. petit peu après tout ce temps. En fait, c'est effectivement, tout à l'heure, je me suis un peu trompé quand je disais qu'au bout d'un certain temps, on devient un peu épuisé créativement parlant pour faire des A/B tests. Sauf qu'en fait, la stimulation, elle peut venir de nouveaux produits à gauche et à droite. Nous, on a sorti tous ces nouveaux produits-là pour capitaliser sur notre notoriété et augmenter notre rentabilité. Et c'est vrai que ça a fait la différence. C'est vrai que ça a apporté beaucoup, beaucoup de challenges. Et je me suis rendu compte que autant des fois, on cherche toujours les nouveaux produits, les nouvelles idées, autant des fois, c'est nos clients nous-mêmes qui nous les soufflent. En fait, je pense que si on Mmh. s'était encore plus posé sur les datas, sur pourquoi est-ce que certaines personnes achetaient et pourquoi est-ce que certaines personnes n'achetaient pas, on aurait pu sortir tous ces produits bien avant. Parce que même OK. il y a entendre ces retours-là et vraiment les analyser, les comprendre et en faire quelque chose. Et des WC japonais à 2000 euros, ça fait longtemps qu'on nous en demande. L'abattant un peu plus premium qui coûte, il me semble, 200 euros et quelques. Pareil, ça fait un long moment en fait qu'on nous le demande ça fait un bon moment. On a mis beaucoup, beaucoup trop de temps à le sortir. Et dès qu'on sort un nouveau produit, c'est compliqué parce qu'on passe, nous, d'une marque quasiment monoproduit, donc avec un best-seller vendu à plus de 150 000 unités qui est le Bidet Boku, à une marque avec un catalogue avec 6-7 produits. Et en fait, c'est plus du tout le même business. Et En c'est termes plus du de tout la même cible que tu adresses. Au contraire, elles doivent cohabiter. Ouais, ouais, total. Et je pense qu'on n'a jamais bossé avec autant d'intensité que depuis qu'on a sorti 4-5 produits supplémentaires. Parce qu'il y a beaucoup de challenges. Et on a bossé pendant, je pense, 1 an et demi uniquement sur un seul produit, genre le bidet Boku, une seule page produit quasiment. Et là, on s'est retrouvé avec 4-5 produits en plus, donc ça fait beaucoup de challenges. Mais c'est là où on se rend compte, encore une fois, on repart de zéro à chaque fois quasiment. Et qu'il y a plein d'itérations à aller chercher parce que un produit n'est pas pour toutes les cibles et vice-versa. Et des fois, tu avais des cibles qui étaient en stand-by depuis longtemps pour acheter un nouveau produit. Mais en fait, le comportement de ces cibles-là sur ces nouvelles pages produits est très très différent de sur d'anciennes pages produits comme le bidet Boku. Bien Et sûr. ça, faut l'analyser, faut le comprendre. Et c'est pas parce qu'un test a été négatif sur un produit qu'il le sera sur un autre produit. Sur Parce que c'est l'autre. pas les mêmes Mais clients, c'est pas les même mêmes nous, joueurs. maintenant, on traque les new returning visitors. On a des résultats différents. Mobile, desktop, résultats différents. Entre la source de trafic et le niveau d'éducation avant d'arriver sur le site, résultats différents. Taux de conversion, abonnement, taux de conversion, achat unique, résultats différents, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est cette profondeur aussi dans les données qui te donne des apprentissages concrets parce que ton test et ce que tu es en train de mesurer ne s'arrête pas à taux de conversion gagnant, taux de conversion perdant. Non, non, pas du tout. Ouais, ouais, non, il y a beaucoup plus de sous-couches que ça. Et parfois, ce sont les plus intéressantes, hein.
Ça, en fait, ça, autant des fois, j'ai mémoire on a fini certains A/B tests avec pas forcément un taux de conversion de zinzin en plus ou d'ajout en panier en plus, mais par contre, il y avait des sous-couches de data qui nous donnaient des idées pour améliorer l'A/B test et qui, là, étaient vraiment game changer. Mais sans cette Arriver à une mise V2 qui full. perce. Ouais. Et exactement, et ça fait toute la différence. Même le serait-ce que d'avoir un A/B test qui est neutre, qui ne change rien, parfois ça peut débloquer pas mal de situations. Au-delà d'effacer un doute de ah, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, on peut se dire ok, en fait ça change rien. Donc qu'est-ce que ça dit de nos clients? Quand on change une période d'essai, Exactement. mise par deux ou quand on augmente, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que ça change rien dans la tête des clients? Ok, ça veut dire ça. Ok, testons le message en ads, parce que pour le site, on ne peut pas tester 1001 messages non plus à la fois. Ok, on teste par email, on voit comment ça se passe. Et ça nous a donné des idées sur pas mal d'offres. Ces espèces de sous-couches de data en disent souvent long sur le business. Ouais. C'était le mot de la fin. Je te remercie, William. On se revoit dans une prochaine. Avec plaisir. À toute.